Hello mes amis, c'est Pavel et le projet Minder Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme toujours, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, de l'économie. Et aujourd'hui, nous allons parler du secteur des semi-conducteurs, des fameuses actions Nvidia, AMD et beaucoup d'autres. C'est la vidéo sectorielle. Ça fait un moment que nous n'avons pas fait ce type de vidéo sur la chaîne Minder Cash et j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous inscrire à la chaîne et partager avec vos amis qui kiffent la bourse, qui kiffent la finance, qui adorent gagner de l'argent sur les marchés financiers. C'est parti. Alors mes amis, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que après la correction des marchés, on est d'accord, hein. Je suis toujours d'avis que la correction des marchés est imminente, même si pour le moment le marché ne me donne pas raison. Je ne vois pas comment on peut continuer de monter en flèche sans arrêt. À un moment donné, ça devrait s'arrêter. Mais dès que ça s'arrête, dès que ça se corrige, il y aura beaucoup d'opportunités. Donc n'oubliez pas de suivre Minder Cash parce qu'il y a vraiment des choses à faire sur les marchés financiers à moyen et long terme. Et aujourd'hui, nous allons essayer de dénicher les actions qu'il faut regarder en premier lieu, ajouter dans vos watchlists et de les regarder précieusement et attentivement pour ne pas rater les opportunités. Vous avez vu l'action Soitec cette semaine, n'est-ce pas? Nous avons parlé beaucoup sur la chaîne Telegram. Si vous n'êtes pas abonné au Telegram Minder Cash, n'oubliez pas de le faire. Toutes les infos sont à la description à cette vidéo. Et je vous rappelle que je travaille en partenariat avec Interactive Brokers. Si ce courtier, meilleur courtier en Europe, vous intéresse, également dans la description, toutes les infos. Allez, nous commençons. Et nous commençons par quoi? Devinez, regardez ce graphique, sans regarder les tickers, je pense que c'est pas difficile, c'est Nvidia. Et Nvidia, c'est génial, n'est-ce pas? C'est le paradis des investisseurs, c'est le paradis des traders. L'action qui a fait je sais pas combien de pourcents, je compte pas jusque-là. Et donc, quand on regarde le graphique, on a vraiment l'impression d'être dans une bulle boursière. Mais est-ce que c'est véritablement une bulle? J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos Nvidia, je vais répéter très rapidement. C'est que Nvidia, aujourd'hui, elle price tout le potentiel d'intelligence artificielle. Ni plus ni moins, parce que c'est le fournisseur principal de matos pour l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrence, mais il y en aura de la concurrence, en tout cas selon mon avis. Dites-moi dans les commentaires si vous le pensez différemment, mais je ne vois pas comment le secteur aussi gros, aussi attractif de point de vue financier, ne peut pas susciter l'intérêt des autres acteurs majeurs de ce secteur, avant tout AMD, bien évidemment, mais aussi Intel dans quelques temps, qui a accumulé pas mal de retard. On va parler des deux aujourd'hui, mais sur Nvidia, il n'y a pas grand-chose à dire. L'action, elle est dans la stratosphère, pour des bonnes raisons. Parce qu'aujourd'hui, c'est une action c'est une entreprise qui est vraiment monopoliste pratiquement sur le marché des accélérateurs AI. Et bien, évidemment, de tous les points de vue, cette action, elle profite à fond du hype AI. Pour moi, c'est un hype, pour vous peut-être pas, dites-moi dans les commentaires, je serais ravi d'en discuter. Mais en tout cas, c'est assez évident, c'est le plus grand gagnant parmi des grosses capitalisations. Évidemment, il y a toujours des petites valeurs qui prennent beaucoup de pourcents, mais ça, c'est risqué. Par contre, Nvidia, c'était déjà avant le hype, c'était une grosse valeur, elle était déjà positionnée sur les cryptos, elle était déjà positionnée sur les jeux vidéo, sur les serveurs, partout. Et à chaque fois, elle est au bon endroit, au bon moment. Est-ce que cela veut dire que c'est une belle valeur? Je pense que oui, évidemment. En tout cas, de point de vue management, de point de vue stratégie, ils ont déjà fait preuve à plusieurs reprises de leur clairvoyance, de leur capacité de s'adapter rapidement au moment afin de répondre aux besoins les plus exigeants. Donc de point de vue graphique, j'ai rien à dire, on est plus haut, on trouve des résistances, on a du mal, mais 1000 $ après des splits d'action, après je crois plusieurs splits d'action, ça commence à être déjà compliqué à aller au-delà. Ça devient une des plus grosses capitalisations mondiales. Il s'est fait légitimement la place entre les fameuses 7 magnifiques. Donc c'est une très belle valeur. Mais regardons maintenant les fondamentaux. Quels sont ces résultats actuels? Qu'est-ce que pensent les analystes par rapport à l'avenir de cette belle entreprise? En parlant de ces fondamentaux, je vais commencer à vous présenter les graphiques de Investing Pro. Donc ça, c'est un nouveau abonnement que j'ai pris récemment qui a remplacé GoFocus, que je trouvais excessivement cher par rapport à la valeur apportée. Et j'ai essayé Investing Pro. Vous allez me dire dans les commentaires si vous trouvez ça plus visuel, plus parlant. En tout cas, j'ai bien aimé. Comment fonctionnent ces graphiques? Comment il faut les lire? Donc, vous avez deux parties. La partie passée, ou donc la partie réalisée, ce qu'on appelle parfois, et la partie forecast, la partie pronostic.
Donc, la partie réalisée, je marque toujours avec en graphique avec le fond en couleur. Donc là, ça s'arrête plus ou moins à la date de la dernière publication des résultats. Et ensuite, tout ce que après, c'est l'avenir. Donc là, c'est un screener que vous voyez sur votre écran, c'est l'analyse de chiffre d'affaires. Évidemment, nous parlons de l'action Nvidia actuellement. Et vous regardez que la flèche part très très haut, donc ça veut dire qu'on est déjà super haut et nous devons déjà attendre au début de l'année 2025 100 milliards de dollars en chiffre d'affaires. Imaginez 100 milliards de dollars. Et en plus, ça s'arrête pas, ça s'arrête, ça continue en flèche jusqu'à les années 30. Donc selon les analystes, l'avenir pour Nvidia est brillant. Et en regardant ce graphique, on a vraiment l'impression qu'elle est valorisée correctement, voire elle n'est pas chère. C'est fou de le dire, n'est-ce pas? Parce qu'après le parcours boursier que nous avons vu pour Nvidia, dire que cette action reste ne pas chère, c'est quand même un petit peu ouf, n'est-ce pas? Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est un petit peu exagéré. Mais attention, les analystes, ils se trompent. Les analystes, c'est des humains, c'est les humains intelligents, c'est les humains qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont fait beaucoup d'études, mais en tout cas, ils se trompent. Et leur plus gros problème, c'est pas ce qu'ils se trompent, mais c'est souvent qu'ils aiment bien de donner leurs pronostics dans les directions des marchés. Donc ça, il faut faire beaucoup attention. Cela veut dire quoi ces trois lignes pour les pronostics? Eh bien, la ligne verte, la ligne en bas, c'est les pessimistes, les analystes qui sont les plus pessimistes par rapport aux autres. Ensuite, la ligne bleue, c'est la moyenne. C'est pas la moyenne, c'est la médiane, pour ceux qui sont très précis dans les termes. Et la ligne vert clair, c'est les optimistes. Donc on voit que les optimistes, ils s'attendent qu'on va attendre 300 milliards de chiffre d'affaires déjà d'ici 2027, et les pessimistes, ils pensent que le chiffre d'affaires devrait au contraire descendre. Vous voyez, il y a un énorme écart à ce niveau-là entre les pessimistes et les analystes. Donc il y a une grosse divergence d'avis sur Nvidia. Et d'ailleurs, vous savez, c'est un petit peu mon cas. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur Marché sur Nvidia aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui, évidemment, c'est le fait que Nvidia profite de boom d'intelligence artificielle, mais à mon avis, vu la taille du marché potentiel, les concurrents vont être là et très rapidement. Donc je suis plus dans le camp des pessimistes, et je dirais que le chiffre d'affaires devrait décélérer énormément, peut-être même significativement dans les prochaines années, sachant que la période déjà du rollout de l'intelligence artificielle peut quand même ralentir. Vous savez, l'économie, ça marche toujours en phase, parce que là aujourd'hui on est en pleine boom, on se fait rêver, il y a beaucoup de nouveaux projets qui se lancent, mais par contre à un moment donné on va arriver à une certaine réalité. On va commencer à pricer, donc est-ce que c'est vraiment rentable? Donc je pense que l'intelligence artificielle c'est très rentable, mais ça ne sera pas rentable dans tous les cas, et certains budgets vont être épuisés à un moment donné, en tout ce qui concerne R&D, recherche et développement. Puis il y aura quand même de la concurrence. La concurrence va commencer à se marcher sur les pieds. Il y aura AMD qui va très certainement rejoindre Nvidia dans cette race pour intelligence artificielle. Et après, par la suite, peut-être d'autres sociétés comme Intel ou peut-être probablement d'autres qui vont forcément essayer de couper une part du gâteau de ce secteur très profitable. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez être dans le camp des optimistes? Dans ce cas-là, cette action aujourd'hui, elle n'est pas chère, parce que si on introduit en paramètre que d'ici 2 ans ou d'ici 3 ans, on sera déjà à 300 milliards de chiffre d'affaires, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est pas cher. Même le cours actuel ne c'est pas cher, ce n'est pas cher. En revanche, si on se met dans le camp des pessimistes, d'ailleurs, ce ne sont pas si pessimistes que ça, elles voient qu'une légère diminution de chiffre d'affaires, l'action, elle est surpricée, mais elle n'est pas surpricée tant que ça. Il ne faut pas croire que Nvidia va chuter à 100 $. À partir des cours actuels, je vous rappelle qu'on est proche de 1000 $. Sachant qu'il n'y a même pas un an, on était à justement 150, 160 $. Donc on a fait X beaucoup. Voilà. Donc c'est ce que concerne le chiffre d'affaires. Mais il n'y a pas que le chiffre d'affaires, même si pour les sociétés de croissance, c'est quand même très important. Bon, je vais regarder également les marges. Mais ici, mes amis, c'est aussi très fort. On voit que la marge brute, c'est le bleu, c'est la marge sur EBITDA verte, sont très élevées. On est toujours dans l'ordre de 72% la marge brute et jusqu'à 55% sur la marge opérationnelle. Donc c'est quand même énorme. Et les analystes anticipent que dans les années à venir, nous allons rester au-delà de 60% sur la marge opérationnelle. La ligne verte, c'est la marge sur l'EBITDA forecastée, donc pronostiquée par les analystes.
Donc les analystes sont confiants que jusqu'à 2029, ça fait quand même un bout de temps, Nvidia va rester très très profitable. Il est clair que Nvidia, c'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, qui affiche des taux de croissance très importants, mais comment elle est valorisée actuellement? Traditionnellement, pour tout ce qui est valorisation, j'utilise principalement deux ratios. C'est un valeur d'entreprise divisé par EBITDA et PE ratio que j'aime pas trop parce qu'il ne tient pas compte de nombreux phénomènes non récurrents et la dette non plus, il ne tient pas compte. Je regarde les chiffres actuels et je regarde les chiffres futurs selon les analystes. Donc, au niveau de valeur entreprise, actuellement, elle est très très chère. Donc, si on regarde EV/EBITDA, donc on est à 95, 90, donc ça c'est vraiment énorme. Je dis toujours que tout ce qui est au-dessus de 20, pour moi c'est trop cher, et même pour le secteur de luxe, par exemple, pour les secteurs qui sont très chers valorisés, aujourd'hui on est dans les 22, 24. Ici, nous avons les valeurs du style 81, et pour tout ce qui est futur, là en revanche, regardez la différence entre les valeurs actuelles et les valeurs attendues par les analystes. Toutes ces multiples de valorisation doivent descendre prochainement avec la croissance de chiffre d'affaires que nous avons vu et avec les marges qui vont rester à des niveaux très très satisfaisants, même très très élevés. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, le marché, comme d'habitude, il presse l'avenir et l'avenir, il est brillant pour Nvidia. Donc, il ne faut pas regarder les multiples actuels parce que les multiples futurs retombent sur des niveaux tout à fait raisonnables. Dans cette hypothèse que le chiffre d'affaires va continuer à croître avec une vitesse aussi impressionnante, dans ce cas-là, actuellement, cette entreprise, elle est valorisée cher, mais ce n'est pas une bulle. Attention, ça c'est vraiment très important à noter. Et encore un argument supplémentaire pour la valorisation très exigeante de Nvidia, on voit que la rentabilité, ça c'est un autre screener que je préparais pour vous, se trouve à un niveau impressionnant. Donc, return on invested capital 64%. Franchement, je pense que j'ai jamais vu ça. Et return on equity, il a 91%. C'est vraiment quelque chose. Je dis souvent qu'on peut comparer return on invested capital, le ROIC, à un investissement avant impôt dans l'immobilier. Par exemple, quand vous avez pris en compte la dette, etc., de tout un tas de charges, vous pouvez le comparer à ROIC. Donc vous imaginez que vous investissez dans l'immobilier avec un rendement de 64%. C'est un peu grotesque en comparaison, mais c'est pas loin de ça. Pour conclure, l'action est chère, mais les chiffres sont là, les perspectives sont là, mais par contre, les perspectives, elles aussi, sont valorisées relativement cher. Aujourd'hui, on est valorisé trop cher, les chiffres actuels, mais par contre, la croissance, elle est valorisée légèrement plus cher qu'elle devrait être. Donc, on peut s'attendre à une correction sur Nvidia, à peu près la même correction que je m'attends sur les marchés globaux et sur les 7 magnifiques, sur toutes ces valeurs comparables de la tech américaine, mais il ne faut pas parler prématurément de la bulle, du hype, de la folie. Il n'y en a pas. Ça, c'est pas comparable à la crise de dot-com parce que les entreprises aujourd'hui qui sont valorisées aussi cher que Nvidia délivrent beaucoup à leurs actionnaires. Quand on ouvre au graphique technique pour AMD, on voit plus ou moins la même image, par contre, elle a bien déjà baissé à partir de ses plus hauts. Sachant que Nvidia, elle est restée très proche à ses plus hauts historiques, AMD s'est déjà pas mal corrigé. Regardez, sur ce graphique, là, on était au plus haut là, et donc là, par rapport au plus haut historique, on s'est corrigé déjà de 24% quand même. C'est quand même une correction assez impressionnante. Nous allons voir pourquoi. Cela veut dire que dans les fondamentaux, quelque chose devrait être différent, n'est-ce pas? Nous commençons par le chiffre d'affaires. Nous avons également ces trois lignes pessimistes, médiane et optimistes. Et il y a une petite différence. Je ne sais pas si c'est assez visible sur l'écran, mais les pessimistes, ils sont plus optimistes que pour Nvidia. Si vous vous souvenez que pour Nvidia, nous avons vu une petite décélération de chiffre d'affaires, une baisse de chiffre d'affaires dans les années à venir, et pour AMD, ils anticipent quand même la suite de la hausse du chiffre d'affaires. Ça rejoint mon commentaire que AMD, très probablement, va se mettre en bataille dans la lutte pour les parts du marché, pour la place au soleil dans l'intelligence artificielle, et il va récupérer une part du gâteau chez Nvidia. Pour cette raison, les pessimistes ils pensent que Nvidia va perdre un petit peu de chiffre d'affaires, et l'AMD, on va en gagner. Donc voilà, c'est logique. Ensuite, je vais regarder les marges. Les marges sont bien plus modestes que chez Nvidia, n'est-ce pas? On voit que la marge brute, elle est à un niveau de 50%,
Et la marge sur EBITDA, elle est très faible. Moi, je pense que ça doit être lié à quelque chose de non récurrent, parce que quand on voit en gap comme ça veut dire qu'il y a eu un élément non récurrent, peut-être un investissement dans R&D, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que je ne pense pas que ce chiffre est représentatif. En revanche, le chiffre des attentes des analystes, il est représentatif. Et les analystes s'attendent que la marge va rester autour de 25%. Vous voyez, c'est presque 2 fois moins que Nvidia quand même. Donc quand on revient sur l'analyse technique reflète tout à fait les fondamentaux. Le dossier AMD, il est bien plus fragile, tout en restant en dossier de qualité que Nvidia. Donc il ne faut pas trop s'emballer sur l'AMD, parce que l'AMD, il a encore des preuves à faire face à Nvidia. Pour l'instant, c'est la première qui gagne largement. Maintenant, la valorisation, pour ce type d'entreprise, c'est peut-être ça qui est le plus important, que la valorisation de AMD, elle est tout à fait aussi exigeante que Nvidia. Chez Nvidia, on était à 81 sur EV/EBITDA. Ici, on est à 75. C'est un peu moins, mais c'est très très cher. Et surtout, sachant que les chiffres opérationnels qu'on vient de voir sont bien plus modestes que celles de Nvidia. La courbe des anticipations des analystes, elle est très similaire à celle d'Nvidia. Donc au début, on reste très élevé le temps que le hype est là. Et ensuite, on redescend sur des chiffres bien plus raisonnables. Mais franchement, vous voyez que malgré la correction très très forte de AMD, elle reste quand même, pour moi, plus chère que Nvidia. C'est un peu paradoxal, Nvidia s'est presque pas corrigé, bon, en tout cas par rapport à son parcours récent. Tout de même, je vois que Nvidia, elle reste quand même en dossier un petit peu plus solide et un peu moins fragile boursièrement parlant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je resterai entre les deux, je resterai plus sur Nvidia que sur l'AMD. Après, à voir, j'ai ni l'un ni l'autre dans mon portefeuille, malheureusement, mais à partir des niveaux actuels, je pense que c'est quand même un peu compliqué d'investir dans AMD. Maintenant, la rentabilité. Nous avons vu que la rentabilité de Nvidia elle est complètement folle, mais malheureusement, ici, les chiffres sont faussés par, par les aspects non récurrents. Je pense que c'est ce que nous avons vu tout à l'heure sur le graphique des marges, quand la marge brute elle était très différente par rapport à la marge opérationnelle. Et ici, la rentabilité actuelle affichée elle est presque de zéro. Bon, évidemment, elle n'est pas à zéro, donc il y a visiblement quelque chose qu'ils ont dû payer en plus sur cet exercice. Et du coup, ça fausse un petit peu les chiffres. Donc, je n'ai pas des chiffres pour les anticipations des analystes pour la rentabilité. Je n'ai pas trouvé malheureusement ces ratios. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, je ne peux rien constater. En tout cas, je pense que c'est une entreprise qui reste quand même très très rentable. Voilà, maintenant nous allons passer à des autres valeurs où il y a plus de chances d'avoir des opportunités. Et la première valeur, c'est TSMC. TSMC, c'est une valeur de Taïwan. Quand on parle Taïwan, on parle tout de suite de la géopolitique. Cette petite île qui se fait menacer par la Chine, le pays qui officiellement est reconnu par la communauté internationale, a tout à fait les droits sur ce territoire. Après, on ne va pas rentrer dans le géopolitique. Donc, en tout cas, Taïwan, selon Wikipédia, c'est la Chine. Vous pouvez le vérifier si vous ne croyez pas. Et dans tous les cas, il y a un risque politique sur ce dossier. Il est toujours sous-valorisé à cause de ce risque géopolitique. On va regarder à quoi ressemble le graphique. Donc ici, il y a eu une correction. Je vous dis que Taiwan Semiconductor, c'est le numéro 1 incontestable des semi-conducteurs dans le monde. En fait, cette entreprise, c'est presque l'objet des tensions géopolitiques. Parce que ce que veulent faire les Chinois sur Taïwan, c'est justement de prendre le contrôle sur l'industrie des semi-conducteurs, qui est, comme j'ai dit plusieurs fois, le pétrole du XXIe siècle. Et TSMC, il joue un rôle tout à fait unique dans la chaîne de production des chips et des semi-conducteurs, et ce n'est pas à sous-évaluer. Donc TSMC, c'est une entreprise extrêmement, extrêmement importante pour que on soit équipé, pour que nos gadgets aient des chips, et pour que tout fonctionne en temps et à l'heure. Eh bien, là, actuellement, il y a une correction qui a eu lieu à partir des plus hauts historiques, c'était de 14%, c'est beaucoup moins que l'AMD, mais nous allons également regarder les fondamentaux, comme on a fait tout à l'heure pour les autres entreprises. Donc ici, franchement, c'est facile. Il n'y a aucune crise à prévoir dans les années à venir, et même après. Donc on ne voit que du positif pour Taiwan Semiconductor, hors la guerre, hein, évidemment. Et les analystes et les pessimistes et les optimistes, la médiane
toutes les trois lignes sont presque sur les mêmes niveaux jusqu'à début 2025. Donc pour un an à venir, on n'a aucun risque. Après, il y a une toute petite divergence qui commence. Les pessimistes commencent à avoir un petit ralentissement. C'est même pas un ralentissement, c'est pas une baisse, c'est juste accalmie à partir de 2026. Et après, ça va repartir à nouveau à la hausse. Donc ici, j'ai rien à dire. C'est une entreprise qui va performer très très bien dans les années à venir, encore une fois, hors les risques géopolitiques. Donc c'est même mieux que pour Nvidia et mieux que pour AMD. La profitabilité. Ici, on pourrait également s'attendre à des chiffres impressionnants. Eh bien, pas tout à fait. La rentabilité, elle est très élevée, mais elle est plus dans la norme de marché, si vous voulez. Donc ça reste beaucoup, mais ça reste quand même plus modeste que pour Nvidia. Et pour AMD, on n'a pas vu les chiffres réels parce que ça a été faussé. Donc on reste au-dessus de 20%, c'est fou, mais quand même, c'est tout à fait en dessous des niveaux que Nvidia affiche actuellement. Par contre, les marges, c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce qu'on est à 57% la marge brute et on est la marge opérationnelle de 42%. Donc ça, c'est vraiment beaucoup, presque 43%. C'est proche à Nvidia, ça c'est vraiment rassurant. Et les analystes, ils anticipent que la marge opérationnelle va rester à des niveaux actuels pour de nombreuses années. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point par rapport à TSMC. Maintenant, la valorisation. Valorisation, par contre, elle est très très attractive par rapport aux deux. Donc, la EV/EBITDA actuelle est seulement 13,5 pour une société de folie, et les anticipations que cette EV/EBITDA, ce ratio que je regarde le plus pour valoriser, pour estimer si l'entreprise est chère ou pas, elle descend à 12. Je vous disais tout à l'heure que tout ce qui est en dessous de 20 pour une valeur de croissance, une belle valeur, ça peut être intéressant. Là, même en état actuel, en pleine boom de AI, on n'est pas avant, on est à seulement 13,5. Vous voyez, c'est la prime du risque géopolitique. C'est que ça. Si TSMC c'était une entreprise implantée en Europe ou aux États-Unis, on aurait des ratios complètement différents, les ratios de valorisation. On serait bien plus proche à Nvidia que les ratios que nous avons aujourd'hui. Donc si vous investissez dans TSMC, évidemment, vous achetez un excellent actif pour beaucoup moins cher, mais par contre, vous prenez le risque géopolitique. Et avec la Russie et l'Ukraine, on a vu que parfois ces risques peuvent se matérialiser. Et maintenant, le troisième grand fabricant des puces, c'est Intel. Il ne faut pas le présenter. Cette entreprise, elle a pris beaucoup de retard, mais par contre, il faut voir les choses dans le contexte. Il y a eu le changement de direction chez Intel, le nouveau PDG qui vient de VMware, si je ne me trompe pas, il a annoncé le changement de stratégie. En plus, cette entreprise, elle profite à fond de nouveau pacte de Biden qui a mis en place pour favoriser l'industrie des semi-conducteurs locale, domestique, pour produire les puces aux États-Unis. Vous voyez, on fait un grand demi-tour sur la globalisation. Donc maintenant, on veut produire les chips aux États-Unis et pas ailleurs. Vous vous souvenez qu'ils ont critiqué beaucoup Trump pour être anti-globaliste, mais finalement, ils font exactement la même chose parce que ça devient une industrie stratégique qui a une importance majeure pour la sécurité d'État, pour l'armée, pour l'automatisation, pour tout un tas d'industries qui sont maintenant dépendantes des chips, des appareils, et dès qu'on a un appareil intelligent, et pas forcément très intelligent, on a toujours des chips dedans, eh bien, le segment de l'économie qui produit les semi-conducteurs, les outils pour les semi-conducteurs et les chips en eux-mêmes, évidemment, ça représente une importance nationale. Et donc, Joe Biden, elle a lancé un programme de soutien pour cette industrie qui font la production aux États-Unis, malgré les coûts plus élevés. Et donc, Intel, elle est à fond dedans, et Intel, il possède de sa chaîne de production. N'oubliez pas qu'ils ont accumulé du retard, justement parce qu'ils ont décidé de renoncer à la sous-traitance. Tandis que l'AMD faisait l'appel à cette sous-traitance de manière systématique. Donc du coup, ça lui permettait d'être beaucoup plus flexible, de croître beaucoup plus vite. Mais par contre, il n'avait pas le contrôle sur sa chaîne de production. Donc si vous voulez, AMD, c'est une version globaliste de Intel. Intel, il est resté tout le temps plus ou moins aux États-Unis. Et AMD, il préférait de sous-traiter. Et quand on sous-traite, évidemment, on prend des risques logistiques, on prend des risques géopolitiques, on prend plus de risques que vous séparez la production entre différents pays. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire d'Intel. Donc là, évidemment, on n'est même pas au plus haut historique et très loin de ces plus hauts historiques. Et
potentiellement, on a beaucoup à faire, beaucoup à gagner avec cette action si elle arrive de rattraper ses concurrents directs. Il y a quelques années, il y avait des grands trois dans le semi-conducteur, c'était TSMC. Bon, TSMC, c'était pas exactement le même. C'est un sous-secteur, si vous voulez. TSMC, c'est une infrastructure pour les semi-conducteurs sans lesquels Nvidia, par exemple, ne peut pas produire. Eh bien, les producteurs de chips qui faisaient de la compétition, c'était Nvidia, AMD et Intel. Et Intel, même pendant très longtemps, elle était premier. Voilà, maintenant nous allons regarder les fondamentaux. Je regarde aussi le chiffre d'affaires. Donc ici, on devrait avoir des graphiques des analystes beaucoup plus perturbés, parce que je pense que la divergence d'avis entre les pessimistes et les optimistes doit être bien plus importante, parce que évidemment, il y a bien plus d'incertitudes sur ce dossier. Et donc là, on va voir. Et oui, et oui. Donc vous voyez que les pessimistes, elles pensent que les problèmes de Intel vont continuer jusqu'à mi-2024. D'ailleurs, on n'est pas si loin que ça, hein. Après, les optimistes, ils pensent que le décollage, il est déjà en cours et il va continuer de manière très très vite. Ils vont atteindre très rapidement presque 80 milliards de CA. C'est plus que AMD d'ailleurs, donc attention. Et la médiane, c'est entre les deux. Vous voyez? Et à partir de 2027, mais bon, après c'est très difficile de regarder aussi loin, et ils sont tous plus ou moins d'accord que ça sera une entreprise qui va faire partie de notre organigramme des semi-conducteurs. Donc voilà, donc sur le chiffre d'affaires, c'est du positif à long terme, mais à court terme, il y a divergence d'avis entre les analystes qui sont pessimistes et qui sont optimistes. Les marges. Les marges, j'ai peur que ça va pas être hyper représentatif. Intel, c'est clairement une histoire de retournement. En revanche, par contre, c'est sûr que c'est moins que AMD et Nvidia, mais on reste quand même sur la marge brute. C'est la marge du potentiel du business model qui reste quand même à 40%. C'est pas 60 comme chez Nvidia, mais c'est quand même assez costaud. Après, la marge opérationnelle, il est presque à zéro, mais parce qu'encore une fois, c'est une histoire de retournement. Et les analystes s'attendent qu'on attend 20% en 2026, et 20%, c'est à peu près la marge actuelle de AMD. Voilà. Ensuite, la valorisation. Par contre, là, on devrait avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles, parce que c'est évidemment l'entreprise qui a plus de difficultés, donc forcément, il ne va pas être valorisé pareil. Donc là, on voit que le PE ratio actuellement, il est négatif. Donc je pense que je ne suis pas sûr que le data feed que j'ai actuellement sur Investing il est bon. Je vais peut-être enlever PE ratio, comme ça va être un peu plus représentatif. Voilà, je préfère ce graphique. Donc là, actuellement, EV/EBITDA se trouve à un niveau de 22 presque. Donc ça va, c'est pas très cher. C'est même pas cher du tout. Les anticipations des analystes par rapport au PE ratio, c'est à 32,5 parce que l'entreprise elle est en difficulté actuellement, mais c'est parce qu'aujourd'hui elle ne gagne pas tout son résultat qu'elle pourrait gagner. Donc pour des raisons d'investissement dans la restructuration de cette entreprise. Donc ça, toutes ces premières anticipations, c'est dû à des phénomènes non récurrents. Quelque part, on peut les voir comme les coûts de la transformation. C'est le coût de la transformation du business model qui a été annoncé par le nouveau PDG. Et on voit que ça devrait normalement apporter des profits à partir de deuxième partie de 2025. C'est un peu loin, mais c'est pas non plus très loin. C'est là où on va redescendre à des niveaux tout à fait abordables, avec des anticipations, à mon avis, absolument fondées sur les réalités économiques de ce secteur, de cette entreprise. Voilà. Donc, aujourd'hui, évidemment, cette valeur, elle est valorisée beaucoup moins que les autres pour une raison évidente, c'est que l'entreprise, elle a plus de risques parce que c'est un dossier de retournement. Encore une société qui fait partie des top des semi-conducteurs, c'est ASML. On peut la comparer à TSMC européen, si vous voulez. Et bien, cette entreprise fait partie également de la chaîne de production critique, vraiment très critique des semi-conducteurs. Donc le graphique, il est très similaire à Nvidia, donc il s'est corrigé, mais pas tant que ça, hein. Il s'est corrigé de combien voilà, c'est même pas 7%, quoi, donc c'est pas grand-chose. Et on va voir les fondamentaux, quelles sont les attentes des analystes. Je pense que ça va être quelque chose de fou. C'est très intéressant de regarder SML parce que ce sont les ratios que devrait avoir TSMC s'il était coté en Europe. Donc, chiffre d'affaires, on voit
un petit ralentissement en 2024, mais après une croissance en flèche. Bon, rien à dire, ça ressemble beaucoup à Nvidia. Les marges. La marge brute 51% et la marge opérationnelle de 33% presque, donc c'est énorme, et il va rester énorme pour les années à venir. Donc c'est une société pratiquement parfaite. Ensuite, je vais aller un petit peu plus vite pour regarder les autres valeurs. ST Micro, mes amis, voilà, ST Micro, c'est une valeur de CAC 40, c'est plus intéressant de la regarder. Je dis tout de suite que pour ceux qui font partie du club Minder Cash Patrimoine, j'ai consacré toute la vidéo d'update de cette semaine à la valeur Soitec, qui a chuté de 20%. Euh, Bon, pour des raisons de déontologie, si vous voulez, envers les personnes qui ont pris l'abonnement, je ne vais pas aborder la question de Soitec aujourd'hui, donc ça sera fait dans le club. C'est en semi-conducteur évidemment qui m'intéresse, surtout après une chute. En fait, j'ai passé pas mal de temps sur Soitec dans la dernière vidéo patrimoine. Et je vais aujourd'hui parler de ST Micro. ST Micro, elle est sur la ligne de son trend de très long terme, si on le dessine là. On peut encore descendre à 38, 80 si vous voulez, tout sans casser la ligne du trend. Donc là, on est toujours dessus. On est proche. On est proche à la ligne à partir de laquelle on rebondit systématiquement. Vous avez vu que Soitec, vous avez vu l'analyse technique de Soitec, qu'il était proche à sa ligne de support plusieurs fois pendant les dernières années, mais le jeudi dernier, ça a été cassé. Est-ce que ça va se passer comme ça pour ST Micro? C'est possible. Pourquoi c'est possible pour ST Micro? Parce qu'ils ont beaucoup de dépendance sur Apple, et Apple actuellement, est un petit peu à la traîne. Et je pense que la correction sur ST Micro ces derniers jours était due justement à des problèmes de Apple. On peut appeler ça les problèmes, mais en tout cas, il y a une consolidation un petit peu des cours sur Apple pour des bonnes raisons. Il y a des raisons fondamentaux, il y a des trucs, il y a des enquêtes antitrust. Donc, il y a des difficultés pour Apple. Et déjà, la marque à la paume, un petit peu, elle cherche le levier de croissance, honnêtement, parce que là, pour l'instant, ils ont abandonné la voiture électrique. Sur leurs lunettes VR, est-ce que ça va se vendre? Bon, sur l'intelligence artificielle, leur positionnement n'est pas très clair. Eh bien, ST Micro, je pense qu'elle va encaisser un petit peu les conséquences du Apple. Maintenant, en ce qui concerne le chiffre d'affaires, on voit une décroissance en 2024. Vous voyez, pour pas mal de valeurs des semi-conducteurs, nous voyons que l'année 2024, ça sera l'année d'accalmie. D'accalmie, on va pas parler d'une baisse, on va parler d'une accalmie, et après ça reprend comme d'habitude. Mais par contre, la pente n'est pas la même. Vous voyez, on va rester plus ou moins dans le même niveau de chiffre d'affaires. Là aujourd'hui, nous sommes à quoi 17 milliards d'euros ou de dollars, hein. Je ne sais plus en quelle devise ils font leur bilan, parce que c'est une entreprise qui est basée en Suisse, je crois, mais après, il est considéré comme franco-italienne. Bon, j'en sais rien, je comprends pas l'origine de cette entreprise. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous le savez. Mais dans tous les cas, la pente de la croissance du chiffre d'affaires n'est pas le même que pour les autres valeurs que nous avons vues. C'est pour ça qu'elle est valorisée moins cher. Vous voyez, la marge, elle est quand même extraordinaire. 47,2, c'est moins que AMD, Nvidia, etc., mais moins que TSMC, mais c'est par contre pas valorisé de même pareil. Donc c'est une valeur qui est beaucoup moins chère, avec des marges qui sont tout à fait en ligne avec les moyennes du secteur. Pour la marge opérationnelle, pareil, elle est très très élevée, elle reste avant 7,6, et les analystes s'attendent que ça reste plus ou moins pareil. Je pense que cette valeur, de point de vue value, croissance, c'est un très bon arbitrage entre les deux. Ensuite, je vais regarder la rentabilité, parce que c'est quand même très important également. Donc les chiffres actuels de la rentabilité sont très importants. Donc on voit que ROIC, il est à 28 presque. Donc return sur les actifs, return on asset, c'est à 17%, et return on equity, il est à 26%. Donc ça reste une entreprise extraordinairement rentable et valorisée pas si cher que ça. Donc on va regarder la valorisation, et comme vous pouvez constater que ST Microelectronics, c'est presque une valeur value, en tout cas selon mes critères. Donc on peut voir que EV/EBITDA actuel à 5,7, mes amis. Vous avez vu, on avait vu 90, on a vu 40, etc. Ici, c'est 5,7. C'est une valeur value, ou quasiment value. PE ratio à 8,2.
Et les valeurs forward, ils ne changent pas tant que ça. En effet, quand on voit une telle sous-valorisation d'un actif coté en bourse, on peut penser que peut-être dans l'avenir, les choses vont aller mal. Dans ce cas-là, ça serait représenté dans les attentes des analystes. Mais on voit que les attentes des analystes ne changent guère. Donc, il reste plus ou moins dans les mêmes fourchettes. Cela veut dire que c'est probablement une valeur qui représente une opportunité. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ST Microelectronics. Et à la fin de cette vidéo, je voudrais vous présenter une valeur de folie. C'est ARM. ARM, c'est une valeur sur laquelle, entreprise sur laquelle vous voulez mettre la main Nvidia et beaucoup d'autres grands acteurs du secteur des semi-conducteurs. Il a fait une introduction en bourse récemment. C'est une valeur britannique. Vous voyez que le graphique, il est très court, et il est très volatile. Donc on voit que l'action, elle fait des plus 20, plus 40, moins 20, moins 40 tous les jours. C'est très risqué. Mais par contre, c'est un des grands acteurs du secteur. C'est encore une fois un autre TSMC, mais britannique cette fois. Et tout ce qu'on peut voir, ce qui peut nous intéresser, c'est uniquement les fondamentaux, parce que c'est très tôt de faire l'analyse technique, il n'y a pas assez de données, il n'y a pas assez d'historique. On voit que le chiffre d'affaires actuel se lève à peu près à 3 milliards de dollars, j'imagine. Ensuite, on va atteindre 5 milliards en 2025, et nous allons en gros doubler encore ces 5 milliards vers, je dirais, si je prends la moyenne, vers 2030. Je pense que c'est quand même un petit peu cher valorisé. Vu la pente, encore une fois, de croissance de chiffre d'affaires, les attentes des analystes sont positives, mais elles ne sont pas suffisamment positives pour assurer, pour justifier de tels mouvements après l'introduction en bourse. On va regarder quand même les fondamentaux au niveau de valorisation, mais j'ai un sentiment que ça sera quand même un petit peu une folie également. Eh bien, là, aujourd'hui, les chiffres actuels, c'est juste de la folie. EV/EBITDA, il est à 76, PE ratio à 136. Eh bien, je ne pense, et ça ne va pas redescendre beaucoup, en fait. Même pour l'année 2028, il s'attend toujours dans les EV/EBITDA dans les 30, 40, quoi. Donc, c'est une valeur. Pour l'instant, peut-être c'est un peu tôt d'en parler. Je voulais vous la présenter parce que l'image des semi-conducteurs ne serait pas complète et je parle pas de ARM Holdings. Mais c'est très compliqué pour l'instant de la étudier, pour valoriser, pour analyser cette entreprise de point de vue fondamental et technique, parce que tout simplement, vu qu'elle vient de faire une introduction en bourse, on n'a pas suffisamment de chiffres. Donc c'est un peu les rêves qui sont en train d'être tradés. Aujourd'hui, les rêves coûtent cher, hein. On veut rêver, on rêve beaucoup, on rêve très loin. Eh bien, ARM, c'est fait partie, c'est au cœur de nos rêves. C'est au cœur de nos rêves. Voilà mes amis, j'espère que ça a été intéressant. N'oubliez pas de mettre un like si ce type de vidéo vous plaît et partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Et je vous souhaite de passer joyeuse Pâques et de bons week-ends. Et à bientôt sur la chaîne Miner Cash. Bye bye.